Bonjour à tous, donc moi je suis le docteur Audrey Putou. Ah ok. Donc je suis généticienne au CHU de Lyon dans le centre labellisé Anomalie du développement sud-est qui est coordonné par le professeur Patrick Edry. Donc je remercie l'association Génération 22 de m'avoir conviée aujourd'hui à vous parler de l'organisation des soins, des centres de référence et de la transition enfant-adulte. Alors, il faut que je trouve les bons boutons, hein. Voilà. Donc en ce qui concerne l'organisation des soins, donc c'est vrai que dans le champ des maladies rares, le parcours de soins des patients peut s'avérer compliqué par des problématiques liées à l'errance diagnostique ou à la méconnaissance de la pathologie et des circuits de prise en charge. Et pourtant, on connaît les enjeux de poser un diagnostic précoce dans les maladies rares et dans la microdélétion 22q1.2. L'importance de la mise en place d'une prise en charge appropriée et rapide qui vont permettre d'améliorer le pronostic de la pathologie. Et donc les objectifs, c'est de définir le parcours de soins des patients et de mettre en place les réseaux de prise en charge en lien avec l'hôpital, mais aussi le secteur, la ville. Et tout ceci va pouvoir s'organiser grâce au centre de référence maladies rares, dont David a commencé à vous parler, et des filières de santé maladies rares. Donc, ce sont les plans nationaux maladies rares, au nombre de 3, dont le premier a été lancé en 2005, qui ont structuré l'offre de soins autour de l'activité des centres de référence et de compétences maladies rares. Ce sont des centres qui regroupent une équipe hospitalière qui est spécialisée dans une maladie ou dans un groupe de maladies, et qui vont développer une activité dans le domaine du soin, de la recherche, de l'enseignement et de la formation sur la pathologie en question. Ce sont des équipes qui sont constituées de médecins, mais pas que. Il y a aussi des paramédicaux, donc des psychologues et d'autres intervenants. Et donc, un centre de référence maladies rares, il est multisite, c'est-à-dire qu'il y a un centre de référence et puis il y a d'autres centres qui dépendent de ce centre de référence, qui sont des centres constitutifs et des centres de compétences. Donc, ils sont financés par une enveloppe budgétaire spécifique du ministère de la Santé et des Solidarités. Et ces centres sont soumis à une labellisation qui est réévaluée tous les 5 ans. Et on a eu droit très récemment à la réévaluation et donc à déposer nos dossiers pour la relabellisation. Donc, les centres de référence maladies rares ont plusieurs rôles. Donc, ils ont tout d'abord un rôle de coordination. Donc, effectivement, autour des centres de référence, il va y avoir tout un réseau de prise en charge des patients qui sont coordonnés par ces centres. Et le centre va définir en fait un plan d'action à mettre en œuvre dans le domaine de la maladie rare concernée ou du groupe de maladies rares, dont il est le référent en concertation avec les filières de santé maladies rares, dont on reparlera juste après. Ils ont également des missions d'expertise et de recours, qui sont les missions principales autour de l'organisation de l'accès à l'information pour toutes les personnes qui prennent en charge les patients, et puis effectivement d'assurer le diagnostic, le suivi et la prise en charge des patients, donc qui peuvent se faire au sein des CRMR, des centres de référence maladies rares, mais aussi être organisés par le CRMR au sein de son réseau de soins. Et enfin, les CRMR ont des missions de recherche, d'enseignement et de formation sur la thématique qu'ils développent. Donc, moi, je vous présente quand même mon centre, qui est le centre labellisé Anomalie du développement sud-est, coordonnateur professeur Patrick Edry. Donc, ce centre est constitué d'un site coordonnateur qui est donc ici à Lyon, au CHU de Lyon, qui est constitué, comme vous le voyez, de plusieurs médecins, mais aussi de psychologues, d'une conseillère en génétique, d'une infirmière d'éducation thérapeutique, Claire Puget, qui vous parlera juste après du programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place pour les patients porteurs de microdélétion 22q1.2, une coordinatrice administrative et une assistante de prescription. Et dépend du centre coordonnateur 3 centres constitutifs à Grenoble, Clermont-Ferrand et Marseille, et 3 sites de compétences, donc Nice, Saint-Étienne et Toulon. Donc ce sont tous les centres de notre région en fait qui prennent en charge les patients, et c'est organisé pareil dans plusieurs régions. Et donc nos centres en fait sont rattachés à des filières de santé maladies rares. Donc il y en a 23 filières de santé qui vont en fait chacune prendre en charge un groupe de maladies qui sont proches, soit par leur manifestation, soit par le fait qu'elles concernent le même type d'organes. Et donc ces filières en fait effectivement
regroupe les centres de référence, les centres de compétences, mais pas que. Ça regroupe aussi d'autres professionnels, ça regroupe les structures éducatives, des sociétés savantes, les associations de patients, des universités, enfin tout ce qui peut apporter en fait à la prise en charge des patients va pouvoir intervenir au sein des centres de référence. Donc pour nos centres de référence anomalies du développement, les CLAD, les centres labellisés anomalies du développement, ils dépendent donc de la filière qui s'appelle Handirart pour anomalies du développement et déficience intellectuelle de cause rare. Mais les patients qui sont porteurs de la microdélétion 22q à 1.2 donc vont certes rencontrer des médecins qui font partie des CLAD, puisqu'on est quand même ceux qui prennent globalement en charge les patients, mais ils vont aussi pouvoir rencontrer des professionnels qui dépendent d'autres filières, comme la filière déficience, maladie rare du neurodéveloppement, et puis tout à l'heure, David vous en a montré d'autres, les filières aussi MARI pour les maladies rares immunohématologiques, ou d'autres, le tête et cou pour les fentes, enfin voilà, il y a beaucoup de filières qui peuvent intervenir. Donc ça, c'est la carte, effectivement, la cartographie de la filière parmi... Donc c'est une filière parmi 23, mais c'est notre filière, Handirart. Donc vous voyez en fait donc les centres coordonnateurs, là, les gros points rouges. Vous voyez qu'il y en a 6. Donc au total, il y a 55 sites Handirart. Vous voyez ici les sites constitutifs, donc ceux de notre région sont là, et puis les sites coordonnateurs. Donc pour notre CLAD, en fait, il couvre un petit quart sud-est. Donc les missions des filières, donc elles sont au nombre de 4. Donc il y a tout d'abord un premier axe qui traite de l'amélioration de la prise en charge des patients. Ce sont ils vont en fait intervenir pour aider à élaborer des documents, par exemple aider à l'élaboration des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, tout ce qui est carte d'urgence, et puis aider aussi à la mise en place de l'éducation thérapeutique dans les centres, également sur les questions de transition dont je vais vous parler un petit peu, et donc ils sont faire le lien avec les secteurs médico-social et aussi l'éducation nationale. Et puis il y a aussi des missions autour de la coordination de la recherche, autour de la coordination de l'enseignement, de la formation. Et également un rôle dans la coordination au niveau européen et international, puisque ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi une structuration en fait européenne autour de ce qu'on appelle les ERN. Donc ce sont les European Reference Network, donc les réseaux européens de référence, qui en fait sont au nombre de 24. Donc c'est pareil, c'est sur les maladies rares. Et donc nos centres rattachés à la filière Handirart sont rattachés à l'IRN Ithaca, donc qui s'intéresse aux problèmes de déficience intellectuelle et d'anomalies congénitales. Voilà, donc vous voyez que parmi les 36 centres de l'ERN Ithaca, il y a 8 centres français, qui sont les 8 centres en fait Handirart. Il y a au total 13 pays, 23 associations de patients qui sont rattachées à cette ERN. Voilà, donc j'espère que vous avez je vous ai montré un petit peu le paysage d'ensemble des centres de l'organisation des soins pour les maladies rares. Et donc, je vous parle maintenant un petit peu de la transition enfant-adulte, parce que c'est quelque chose de très important. On l'a vu là dans les différents les topos précédents, que c'était vraiment un point crucial. En fait, la continuité du suivi du patient à l'âge adulte, c'est vraiment un enjeu majeur dans les maladies rares. Mais ça peut être compliqué par plusieurs choses. Donc déjà par des choses qui sont inhérentes aux difficultés du patient lui-même. Également la perte de repère du patient qui va devoir en fait quitter ses pédiatres qu'il connaît bien et rencontrer des nouveaux médecins. Également une nouvelle place en fait à prendre par le jeune dans l'organisation de ses soins, et une place aussi que la famille va devoir progressivement un petit peu laisser en fonction des possibilités du jeune. Et puis il y a aussi des difficultés qui sont liées plutôt au côté professionnel, au fait qu'effectivement les maladies du développement en fait sont parfois beaucoup moins bien connues par les professionnels adultes que par les pédiatres. Et puis en plus souvent les patients arrivent avec des gros dossiers très complexes, et donc les adultes vont devoir reprendre ces gros dossiers et sont parfois un peu en difficulté. Mais il est de toute façon très important d'éviter la rupture de soins, et donc les centres de référence sont là pour organiser et accompagner cette transition, et vraiment on travaille activement sur ces questions pour aider les familles, on sait que c'est crucial.
Donc effectivement, la période de transition, alors elle peut être plus ou moins longue, mais elle peut commencer tôt, à l'adolescence, 14, 15 ans. On peut commencer à penser à cette transition. Et donc ça va être le moment de refaire déjà un point, de réévaluer globalement le patient. S'il n'était pas venu depuis longtemps, ça peut arriver, il faut vraiment tout reprendre, le suivi, rediscuter un peu de tout ce qui concerne tous les aspects de vie du patient. C'est l'occasion aussi de reparler du conseil génétique, du risque de transmission de 50% lorsque le jeune grandit, de la sexualité, de la contraception, donc toutes ces questions qui arrivent à l'adolescence. De faire le point sur les éventuelles mesures de protection s'il y a besoin dans certaines maladies, dans certaines situations, de prestations compensatoires. Et voilà. Et puis du coup, on va essayer d'anticiper au maximum cette transition, de garantir sa flexibilité et d'impliquer progressivement en fait le jeune, donc en fonction de ses capacités, pour aller en fait vers de plus en plus d'autonomie de sa part dans la mesure du possible. Les centres de référence vont aider à identifier de nouveaux interlocuteurs si besoin en fonction des spécialités. Par exemple, effectivement, nous, les centres de référence anomalies du développement, on voit les patients enfants, adultes. Donc, on ne fait pas de transition. Il y a d'autres spécialistes, par exemple les cardiopédiatres, qui vont continuer à suivre leurs patients à l'âge adulte quand c'est des malformations congénitales. Et puis, par contre, par exemple, les endocrinologues pédiatres ou d'autres spécialistes, les gastro-entérologues vont passer la main à leurs collègues adultes. Et là, on peut effectivement aider à identifier, en lien avec les spécialistes, ces interlocuteurs. Préserver la continuité du suivi, donc en transmettant toutes les informations nécessaires aux médecins adultes, notamment sur tout ce qui est protocole de suivi, en s'appuyant sur le PNDS. Et puis, utiliser tous les outils à notre disposition. Donc maintenant, l'organisation en filière, en fait, nous met de plus en plus d'outils à disposition, donc c'est très bien. On a notamment des sessions d'éducation thérapeutique autour de la transition qui sont vraiment intéressantes. Alors nous, à Lyon, on a la chance d'avoir un espace de transition qui est à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants sous la coordination du professeur Alexandre Bello. Et donc, on a en fait un espace qui comprend cette pièce, par exemple, qui est une pièce dédiée surtout à l'éducation thérapeutique du patient. Donc on fait des ETP transition et puis on a des salles un peu particulières de consultation où en fait on peut faire venir le pédiatre, le médecin adulte, le patient, puis d'autres intervenants éventuellement pour faire des consultations dites de transition, pour qu'en gros il y ait un relais qui se fasse entre le pédiatre et le médecin adulte avec le patient et dans le plus doucement possible en fait. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous ai mis ici, mais vous aurez tout ça normalement sur le site de l'association. Tous les liens en fait que j'ai utilisés, donc il y a une mine d'informations, vous pouvez aller voir tout ça, c'est intéressant. Et je vous remercie pour votre attention.